Bienvenue, Mohamed Ben Moussa. Merci C'est Rachid de l'invitation, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Ravi également de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes membre du secrétariat national du Front National pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine, Absolument. En clair de la Samir. Tout à fait. Donc, parce qu'on va parler de la Samir, du dossier de la Samir, de l'affaire de la Samir, je ne sais plus quel qualificatif on peut donner, une affaire qui traîne en longueur depuis 3 ans, depuis 2015, sans qu'on puisse entrevoir un peu de lumière aujourd'hui, mais là vous nous direz si effectivement il peut y avoir un peu de lumière, un peu de rayon de soleil, une porte de sortie, puis on débattra d'un autre dossier, celui qui est d'ailleurs lié, il y a une espèce de corollaire, c'est le dossier des hydrocarbures, avec la hausse des prix des carburants, qu'on a pu noter et que vous avez pu certainement remarquer ces derniers jours, et celle du baril de pétrole aussi, qui augmente, avec des perspectives aussi d'augmentation qui peuvent être conséquentes dans les prochains jours. Mais et parallèlement à ça, on a l'exécutif, le gouvernement, qui n'a fait aucune sortie et qui ne s'est pas exprimé sur le sujet. Donc, qu'est-ce qu'il faut y voir, qu'est-ce qu'il faut y comprendre, surtout. Donc, on reviendra aussi sur cet aspect-là. Mais on va démarrer avec la Samir. Bien volontiers. La Samir, il se passe quoi, la Samir, concrètement? Écoutez, c'est un sujet d'actualité brûlante, mais en réalité, c'est un vieux dossier. Comme vous le savez, c'est une entreprise qui a joué un rôle très important dans l'industrialisation de notre pays au lendemain de l'indépendance, en 1959 précisément, puisqu'elle a été portée, ce projet a été porté par feu Abdelrahim Bouhabid, qui était un homme d'État visionnaire, qui a travaillé dans le cadre du gouvernement de Sir Abdallah Ibrahim, et qui ont décidé, ensemble, de doter notre pays d'une usine de raffinage pétrolier, étant convaincus qu'il était indispensable de garantir l'indépendance énergétique de notre pays à travers cet outil industriel. Cette entreprise a prospéré pendant plus de 3 décennies de façon tout à fait convenable, gérée par un haut commis de l'État. Et ensuite, il y a un gouvernement qui a décidé, dans le cadre du programme de privatisation, de céder la Samir au secteur privé et au groupe El Amoudi, en l'occurrence, qui est un groupe saoudien. Et ce fut malheureusement le début de la descente aux enfers. Donc quand vous dites c'est une affaire récente, en réalité c'est une vieille affaire qui commence en 1997 au moment de la privatisation. Oui, mais j'ai l'impression que moi il y a une autre affaire, un autre acte de naissance concernant la Samir, c'est 2015. Alors 2015 effectivement. Arrêt de l'activité. Tout à fait, vous avez raison. C'est le moment fatidique, c'est le moment où nous sommes arrivés à un devoir de vérité, puisque l'administration de la douane et des impôts indirects, constatant que sa créance vis-à-vis de la Samir commençait à devenir très inquiétante, plus de 13 milliards et demi de dirhams à l'époque, a décidé d'engager à la fois une procédure de saisie conservatoire sur les actifs immobiliers et mobiliers de la Samir, mais aussi de procéder à une ATD pour saisir les comptes bancaires de la Samir. Lorsque l'administration des douanes a décidé d'y voir beaucoup plus clair du côté de la Samir, compte tenu qu'elle avait à cette époque-là 12-13 milliards de dirhams de créances, peut-être des créances douteuses d'ailleurs, puisqu'elle avait peur, et elle n'est toujours pas payée d'ailleurs, elle ne voit toujours pas ses sous. L'administration des douanes, c'est bien ça là. C'est ça qui a été l'élément déclencheur en 2015. L'élément déclenchant, c'est celui-là. C'est l'élément qui a permis de mettre au grand jour les graves difficultés de la Samir, mais comme je vous l'ai dit, en réalité, les difficultés remontaient à beaucoup plus longtemps, dès le lendemain de la privatisation en 97, puisqu'un certain nombre d'engagements, notamment d'investissements, de remise à niveau de l'outil industriel, de remise aux normes technologiques et environnementales, certain nombre d'engagements d'investissement qui avaient été pris dans le cadre de la privatisation, n'ont jamais été tenus, qui se chiffrait pratiquement à 4 milliards de dirhams. L'entreprise a été privatisée à 4 milliards et le repreneur devait investir autant pour mettre à niveau l'usine. Eh bien, ça n'a pas été fait. Avant de rentrer un peu dans le détail, aujourd'hui, le volume des créances de la Samir, que ce soit vis-à-vis de l'administration des douanes, auprès des banques aussi, pas seulement, également d'entreprises. Voilà, vous avez la douane, vous avez les banques, vous avez les marchés obligataires, donc les porteurs de titres obligataires, et vous avez les fournisseurs de pétrole brut, qui sont des créanciers, des fournisseurs étrangers essentiellement. L'ensemble représente une enveloppe comprise entre 40 et 44 milliards de dirhams. Voilà. Et nous, au niveau si on prend l'administration des douanes et les banques, on est entre 17 et 20 milliards de dirhams, c'est ça? Une vingtaine de milliards de dirhams. Une vingtaine de milliards de dirhams. Donc ça, c'est sur la table, c'est ce que doit nécessairement rembourser, payer, en tout cas, l'actionnaire majoritaire. Côté marocain seulement. Côté marocain, je dis, pour ce qui nous concerne. Oui. Donc voilà. Aujourd'hui, on en est où?
On dit qu'il y a les batailles judiciaires, l'action de la majoritaire aurait saisi une cour d'arbitrage, poursuivi l'État marocain, reprochant à l'État marocain le fait qu'il ne puisse pas exploiter, lui, sa raffinerie, ou en tout cas la raffinerie de la Samir. Reproche à l'État d'avoir précipité la chute de la Samir. Donc aujourd'hui, on en est où? Parce qu'il y a le tribunal de commerce qui a été saisi, cour de cassation, donc la liquidation a été prononcée. Alors, sur le plan judiciaire, le dossier est terminé, ou quasiment terminé, le dossier principal, puisqu'il y a eu une décision en première instance de liquidation judiciaire de la Samir en mars 2016, confirmée en appel par la Cour de cassation. En appel d'abord en juin 2016, puis enfin par la Cour de cassation en septembre 2018. Donc la liquidation judiciaire de la Samir est définitive, c'est une histoire derrière nous. Il y a effectivement une partie de l'affaire qui est toujours en cours, c'est la procédure d'extension de la liquidation judiciaire aux membres du conseil d'administration de la Samir. Ça c'est l'actualité, c'est sorti lundi dernier d'ailleurs, je crois qu'il y avait une séance au tribunal. Exactement, voilà. En fait il y a eu une dizaine d'audiences depuis maintenant à peu près plus d'un an. Et normalement, le tribunal devrait rendre son verdict le 5 novembre prochain. Et on saura si oui ou non les administrateurs sont recherchés dans leur propre patrimoine. Est-ce qu'il y a un risque dans ce sens? Parce que je rappelle que vous êtes très bien placé, vous travaillez sur le dossier. Oui, tout à fait. Depuis de longues semaines et de longs mois, Mohamed Moussa, est-ce qu'il y a la possibilité que le tribunal confirme le 5 novembre prochain, comme vous avez dit, le fait qu'il y ait l'extension de la liquidation de la Samir auprès des membres du conseil d'administration et les dirigeants de cette unité industrielle? Non seulement il y a une forte possibilité, pour moi ce n'est pas un risque, c'est même souhaitable, parce que les membres du conseil d'administration ont une responsabilité non pas indirecte, mais directe dans le collapse de la Samir, puisqu'ils ont participé aux décisions stratégiques, ils ont conforté le management pendant plus d'une décennie, et ils ont accepté, ratifié les actes de gestion, ils ont donné des quitus de gestion. Donc les administrateurs sont directement responsables de la faillite de cette entreprise parce qu'ils n'ont pas su ou voulu, c'est le tribunal qui le dira, n'ont pas su ou voulu mettre un terme, interrompre, empêcher tous les dysfonctionnements, toutes les malversations, toutes les fraudes qu'on a pu constater au niveau de la Samir. Distribution illégale de dividendes, importation illégale de pétrole, non tenue régulière d'une comptabilité, c'est grosso modo ce qui ressort. Notamment, ce qui pèse en tout cas sur la tête des membres du conseil d'administration. Les fautes principales qu'on a pu constater, elles sont nombreuses. Le management a financé des programmes d'investissement par des crédits bancaires d'exploitation, ce qui condamnait inéluctablement l'entreprise à la faillite. Les administrateurs ont vu cela et n'ont pas réagi. Les programmes d'investissement sur lesquels l'actionnaire de référence s'était engagé et donc il devait apporter du capital à l'entreprise pour financer ces programmes d'investissement, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été tenu. Il y a eu des dividendes fictifs qui ont été distribués et le financement de cette distribution s'est fait à travers des crédits bancaires qui ont été distribués indûment par des établissements bancaires. C'est pour ça que la recherche de responsabilité doit également être étendue aux établissements bancaires. Et vous, pour vous, il ne peut pas y avoir d'approche au cas par cas des dirigeants, des membres du conseil d'administration? Parce que je ne vois pas. Juridiquement, il n'y a aucune raison. C'est tout le monde est logé, tous les membres du conseil d'administration sont logés à la même enseigne. Et forcément. Forcément, d'autant plus que nous n'avons pas de procès-verbaux. Enfin, je n'ai pas accès au fond du dossier, mais je ne pense pas que le tribunal ait pu consulter des procès-verbaux de conseil d'administration où des voix divergentes et dissonantes aient pu être exprimées et confirmées par des procès-verbaux. Je ne crois pas. Je pense que les décisions étaient prises dans un consensus général, mais un consensus général mortifère pour l'entreprise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que tout ça, ça va complexifier encore un petit peu plus une éventuelle sortie de crise de la Samir? Je ne crois pas. Non, bien au contraire. Je ne crois pas. Bien au contraire, bien sûr, puisque si le tribunal décide d'étendre la procédure de liquidation judiciaire, eh bien, les administrateurs, dont certains ne sont pas des personnages méconnus dans notre pays, ni dépourvus de patrimoine important, eh bien, trouveront une motivation supplémentaire pour essayer de trouver une sortie de crise par le haut pour tout le monde. Parce qu'on ne peut pas passer par perte et profit le sort de 1000 collaborateurs. Oui, je rappelle, effectivement, il y a à peu près 1000 employés au niveau de la Samir. Mais beaucoup plus que ça, c'est Rachid, parce qu'en réalité, vous avez... Les emplois directs, les emplois indirects. Voilà, vous avez 1000 collaborateurs, 1000 salariés. Aujourd'hui, ils sont plus que 800 à peu près, parce qu'il y a eu 200 qui sont partis durant ces 3 années. Et ils font quoi, les salariés? Parce qu'ils travaillent soit par départ en retraite, soit par démission, soit par décès.
et j'ai une pensée émue pour les familles de ces personnes. Vous avez 3500 à 4000 emplois indirects qui sont menacés par le collapse de la Samir. Ce sont tous ceux qui travaillent auprès des PME sous-traitantes de la Samir. Donc vous voyez bien que le sort de cette entreprise n'est pas neutre. Il a un impact sur des personnes et aussi sur une ville. C'est toute l'économie locale de la ville de Mouhammadia qui en pâtit depuis 3 ans. Et les employés les 900 ou les 800 employés aujourd'hui permanents, oui, travaillent, sont payés. Ils sont dans leur poste, ils travaillent à sauvegarder l'unité industrielle, à protéger l'unité industrielle, à mener tous les travaux nécessaires de maintenance pour que l'outil industriel ne dépérisse pas. Et ils ont une rémunération assez symbolique puisque ils sont payés par le syndic judiciaire à hauteur de leur salaire de base. À hauteur de leur salaire, sans prime, sans avantage, sans prime. Donc leur situation est gravement dégradée. Et la situation entre l'État et l'actionnaire majoritaire, on en est où aujourd'hui? On est sur le terrain judiciaire, juridico-judiciaire. Ça, c'est un vrai souci. Ça, c'est un vrai souci. Oui. Et je vais m'en expliquer. Effectivement, le groupe La Moudi a engagé une procédure d'arbitrage contre l'État du Maroc auprès du CIRDI, qui est un tribunal arbitral relevant de la Banque mondiale. Sur le fond du dossier, évidemment, nous sommes sereins puisque l'État marocain est dans son droit. Nous avons le verdict de la Cour d'arbitrage, parce que ça fait longtemps qu'on en entend parler. Je vous avoue que pas de date qui a été fixée. Je vous avoue que je n'ai aucune information à ce sujet parce que le dossier a été confié au cabinet Nasseri par l'État du Maroc. Et il y a un blackout total sur le dossier, ce qui est, à mon avis, une anomalie, parce que ce sont les deniers des contribuables marocains qui sont concernés. Et je crois que l'État, le gouvernement plus précisément, doit communiquer sur cette affaire auprès des représentants de la nation, si ce n'est en assemblée plénière des deux chambres, parce que le dossier revêt un caractère de confidentialité et nous ne devons pas dévoiler nos arguments juridiques. Il devrait quand même le faire en commission qui se tienne à huis clos, comme vous le savez, parce qu'on a un devoir d'information par rapport aux représentants de la nation. Mais pour terminer sur ce point, parce qu'il est important, c'est Rachid, notez que nous avons quand même un élément de faiblesse dans ce dossier. Je crains que nous soyons mis en difficulté par rapport à ça. C'est que la Samir, effectivement, sa faillite est due au manquement de son actionnariat, de son management, de son conseil d'administration, mais il y a aussi des manquements au niveau de l'État marocain, représenté par les ministères de tutelle, les autorités de contrôle qui n'ont pas joué leur rôle. Donc ça, effectivement, on suivra ça. Mais mon autre question, c'est, on n'arrête pas de nous dire qu'il y a des repreneurs. Alors des Irakiens, des Libyens, on en est où au niveau des réelles candidatures de reprise aujourd'hui de la Samir? Parce que je rappelle que vous faites partie du Front National pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine. Donc c'est bien pour sauvegarder l'outil industriel, c'est bien pour sauvegarder la Samir. Est-ce qu'il y a des repreneurs sérieux, crédibles selon vous, qui se sont manifestés aujourd'hui? Alors, sur ces 3 années de procédure judiciaire, il y a eu à peu près 25 offres qui ont été déposées sur le bureau du tribunal de commerce. Toutes ne sont pas sérieuses, évidemment, mais certaines l'étaient. Aujourd'hui, et au moment où je vous parle, il y en a au moins 2 ou 3 qui sont encore d'actualité et qui mériteraient d'être étudiées de près. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? D'abord, exprimer un étonnement tout à fait légitime du fait que sur les 25 offres, aucune n'est aboutie. Il y a manifestement un problème. Et on doit comprendre pourquoi aucune n'a abouti. Toutes ne peuvent pas être irrecevables. C'est qu'il y a un dysfonctionnement dans la manière de traiter ce dossier. En réalité, que se passe-t-il? Eh bien, il y a un langage différent entre celui du tribunal, des magistrats, et celui des repreneurs. Les magistrats veulent appliquer stricto sensu les dispositions du droit commercial de reprise d'une entreprise qui est en liquidation judiciaire, exigeant de verser le montant de la transaction. Le montant global. Global. Et vous avez des repreneurs qui disent qu'ils sont prêts à verser le montant de la transaction, aujourd'hui estimé entre 2,5 milliards et 3 milliards de dirhams. Ce sont les offres sérieuses qui ont été remises. La Samir. De dollars, pardon, 2,5 milliards à 3 milliards de dollars. La Samir vaut aujourd'hui entre 25 et 30 milliards de dirhams. À peu près, c'est la fourchette d'évaluation, la fourchette basse et la fourchette haute. Mais les repreneurs disent qu'ils ne peuvent pas, et je les comprends, procéder au versement de la somme sans avoir au minimum
un certain nombre de garanties émanant de l'État. Oui. Et ces garanties concernent l'avenir de l'industrie du raffinage, l'évolution probable... L'avenir chez nous, c'est-à-dire, au je Maroc. crois savoir qu'ils demandent que les repreneurs, en fait, les 2-3 repreneurs, demanderaient, en fait, d'avoir la garantie de l'activité industrielle de raffinerie pendant au moins 15 ans. C'est ça? Notamment, c'est un des éléments de garantie, ce n'est pas le seul, ce qui est normal. Vous ne pouvez pas racheter à 30 milliards de dirhams une unité industrielle pour vous voir invité à quitter les lieux après 5 années ou après 6 années ou après 3 années, soit par le président d'une commune, soit par un représentant du gouvernement, le ministre en l'occurrence. Donc ils ont besoin d'un certain nombre de garanties, ce qui est tout à fait légitime, tout à fait compréhensible d'un point de vue industriel et financier par rapport à l'évolution du secteur du raffinage pétrolier, par rapport à l'évolution de la réglementation en termes d'environnement, en termes de respect des normes écologiques, en termes de protection du marché par rapport à l'importation de produits raffinés, en termes d'ouverture éventuelle à d'autres industriels du raffinage pétrolier, en termes de relations avec les distributeurs pétroliers. Donc ce sont des éléments tout à fait légitimes sur lesquels le gouvernement doit apporter des réponses, et aucun président de tribunal, fût-il extrêmement compétent, n'a ni de compétences ni de légitimité à apporter ces éléments et ces informations et ces garanties. Donc c'est un dossier qui doit être traité au niveau politique. Et ce que nous regrettons, c'est qu'aujourd'hui, il y a un élément de langage qui est utilisé en chœur par les ministres du gouvernement. Nous n'interférons pas, disent-ils, dans une décision de justice. Est-ce qu'ils ont tort? Mais absolument, c'est un argument totalement fallacieux. La justice a dit son dernier mot. Il n'y a plus d'interférence. Maintenant, il faut une intervention intelligente du gouvernement pour sauver cette entreprise. Pour vous, la balle est dans et chez le politique. Incontestablement, sans aucun doute. Donc, aujourd'hui, donc vous avez, il y a ce Front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine qui a été créé en juillet dernier, je crois. 2018, oui. Juillet dernier. En fait, vous faites quoi concrètement? C'est quoi? C'est de trouver différentes options de sortie de crise. Voilà, est-ce que je sais pas. Nous faisons ce que il faut nationaliser, il faut essayer de trouver, mettre en place une espèce de société mixte regroupant État, banque, salariés. Je vais vous répondre, c'est Rachid. Oui. Nous faisons ce que la Constitution nous permet de faire. Nous sommes une organisation qui relève de la société civile, qui fédère en son sein un certain nombre d'autres associations, d'ONG, de partis politiques, de syndicats, d'experts, d'intellectuels. Et nous intervenons dans le cadre des prérogatives que la Constitution donne à la société civile. Donc nous avons fédéré d'abord ces forces vives de la nation, tous ceux qui veulent en confiance et de bonne foi sauver cette entreprise, sauver les emplois, sauver l'économie locale de la ville Mohammedia, sauver l'indépendance énergétique du Maroc, protéger le pouvoir d'achat des citoyens marocains, défendre la compétitivité de nos PME, de nos TPME, tout cela se sont fédérés autour de cette démarche. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons d'abord élaboré un rapport d'une 50aine de pages où nous en donnons tous les éléments de compréhension de cette affaire. Ouais. Parce que c'est une affaire qu'on peut même qualifier de scandale d'État, puisque nous avons des responsabilités d'organes et de représentants de l'État, d'administration, de ministère, dans ce collapse. Vous êtes arrivé à quel diagnostic, vous, pour sortir de cette impasse? Alors, laissez-moi terminer. Justement, pas là-dessus, parce que parce que j'ai vu un petit peu, voilà. Et voilà, donc, partir sur une Ce rapport a été remis à tous les plus hauts décideurs dans la hiérarchie de l'État. Ce rapport a été accompagné d'une lettre de sensibilisation et de demande de rencontres et de rendez-vous pour pouvoir sensibiliser, mobiliser tous ces décideurs et surtout entrevoir des solutions, des sorties de crise par le haut pour tout le monde. Nous n'avons pas vocation. On se recommande la crise parce que est-ce que c'est la vente, c'est la cession, c'est vous demandez à ce que ce soit nationalisé aussi, je sais pas. Il y a 5 solutions qui sont proposées. Oui. 5 solutions concrètes, réalistes, mais il y en a une que nous privilégions, qui est celle d'une société à capital mixte qui reprendrait la Samir. Et cette société... Au dirham symbolique? Ah non. Elle est valorisée entre 2,5 milliards et 3 milliards de dollars. Donc il reprendrait elle reprendrait à un prix compris dans cette fourchette. D'accord. Et cette société, je vous réponds, serait détenue d'abord par un major de l'industrie du raffinage pétrolier. Indispensable d'avoir
qui va remettre à niveau l'outil industriel. Est-ce qu'il y en a un qui s'est manifesté? Parce que je crois savoir qu'en plus, l'outil industriel... Il y a des industriels, ce sont pas les majors, les 5-6 majors, mais vous avez des experts, des industriels du raffinage pétrolier qui ont déposé des offres. Absolument. Donc, il faudrait en avoir un dans ce tour de table. On aurait également l'État, qui serait actionnaire, membre du conseil d'administration, pour ne pas reproduire les erreurs du passé, les erreurs funestes du passé. L'État doit rester dans le conseil d'administration. En étant minoritaire dans le capital? En étant minoritaire, mais présent dans le conseil d'administration, avec un pouvoir de décision et d'influence important, pour pouvoir valider la pertinence des orientations stratégiques et vérifier la fiabilité et la loyauté de la gouvernance. On aurait également dans le tour de table les distributeurs pétroliers, qui seraient partie prenante de cette unité de distribution, de cette unité de raffinage pétrolier. Même si on aurait également les banques créancières, on aurait quelques investisseurs institutionnels, et enfin on aurait les salariés eux-mêmes qui seraient membres du conseil d'administration, de telle sorte qu'on puisse avoir toutes les parties prenantes présentes, à la fois dans le capital et dans le conseil d'administration, dans le management de l'entreprise. C'est viable dans le modèle actuel, dans la conjoncture du moment et de la situation dans laquelle se trouve la SAMIR aujourd'hui? Est-ce que ce modèle-là, pour vous, Absolument. Ouais, ça peut être une sortie de crise? Absolument. Nous pensons que c'est une sortie de crise qui est réaliste et qui est faisable assez rapidement, pourvu qu'il y ait une volonté politique. Et c'est l'État qui doit porter cette solution. Avant de passer au deuxième sujet sur les hydrocarbures, est-ce qu'il y a une date, un timing là? On a dit, voilà, le tribunal va se prononcer le 5 novembre prochain s'il y aura, oui ou non, l'extension de la liquidation de la SAMIR aux membres du conseil d'administration. Par rapport à votre association, organisation, c'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce qui va arriver? Nous restons mobilisés dans la sensibilisation des décideurs, dans l'information du grand public. C'est une affaire, je vous disais tout à l'heure, c'est un scandale d'État, c'est une affaire nationale. Les citoyens doivent être mobilisés, les représentants des citoyens aussi, qu'il s'agisse de partis politiques ou de la société civile à travers les associations, les ONG. Il faut qu'il y ait une prise de conscience du gouvernement pour prendre sérieusement cette affaire entre ses mains et trouver des solutions de crise. Nous avons proposé des solutions... Vous savez qu'il y a des mauvaises langues qui vous diront que ça fait 3 ans que vous avez fait référence depuis 2015, où il y a la cessation d'activité de la SAMIR. Depuis 3 ans, on ne se porte pas plus mal non plus, au niveau du Maroc. On n'a pas senti de changement majeur. Nous pensons exactement le contraire. Oui, la meilleure démonstration, c'est le sujet suivant que vous voulez aborder, le secteur des hydrocarbures. C'est le glissement, la transition. Oui, j'avais compris. Voilà. Alors quand vous avez des prix qui explosent à la pompe et qui remettent en cause gravement le pouvoir d'achat des citoyens et la compétitivité des TPME, je ne sais pas si on se porte mieux. Pourquoi? C'est intéressant ça. Ben Moussa, parce que je rappelle aussi que vous êtes économiste et que vous allez peut-être vous exprimer là en tant qu'économiste. Est-ce que la reprise à la hausse du baril de Brent, parce que c'est le cas depuis quelques semaines, après une baisse, je me rappelle il y a 2-3 ans, le baril était à 30-35 $, vous vous souvenez comme moi. Là, on est autour de 70, 77, 78 $. Est-ce que la SAMIR y est pour on aurait la SAMIR aujourd'hui fonctionnelle, opérationnelle, on aurait quand même un baril de Brent à 76, 77 $ et une hausse, peut-être un prix du gazole à 10, 40 à la pompe, non? Non, je ne crois pas. Ah bon? Je ne crois pas parce que l'existence d'une industrie de raffinage pétrolier permet de lisser dans le temps les fluctuations du marché et permet d'amortir les chocs des prix. Lorsque vous êtes confronté directement aux fluctuations des cours des produits pétroliers raffinés, vous êtes dans la situation que nous vivons depuis 3 années. Lorsque vous avez une industrie de raffinage... Depuis la libéralisation du secteur. Oui, lorsque vous avez une industrie de raffinage de pétrole brut, eh bien vous avez la possibilité d'amortir les chocs. Pas de les neutraliser totalement, mais d'en réduire l'impact négatif. Est-ce que jusqu'à présent, ce n'était pas l'État avec la caisse de compensation qui atténuait justement la charge du coût du baril? Les deux. Évidemment, l'effort principal a été porté par l'État à travers le régime de compensation. Tout le monde se souvient que l'année 2012 fut une année extrêmement difficile pour nos finances publiques. 56 milliards de dirhams. Puisque nous avions à peu près 56 milliards de dirhams de charges de compensation, pour l'essentiel porté sur les subventions aux produits pétroliers. Et donc, il y a eu ensuite la décision juste, légitime,
pertinente de déconstruire le régime de compensation pour aller vers la vérité des prix. Et l'État a décidé de lever la subvention sur les produits pétroliers, de sorte qu'aujourd'hui, le coût de la compensation est estimé entre 13 et 18 milliards. 13 milliards pour l'année 2018 et 18 milliards pour l'année 2019. Donc nous faisons sur nos finances publiques une économie d'une quarantaine de milliards de dirhams en termes de charges de compensation. Ce qui est énorme. Ce qui est important. Mais il y a deux défaillances dans ce processus. Première défaillance, c'est qu'au même moment où l'État levait la subvention sur les produits pétroliers, devait au même moment mettre en place des filets de sécurité sociale, ce qui n'a pas été fait. Justement, et vous savez que l'État continue toujours à travailler sur un système qui lui permettrait d'accorder des subventions directes aux ménages les plus nécessiteux. Ce système n'est toujours pas... Laissez-moi terminer, Serach. Mon raisonnement. Ça, c'est la première défaillance. Oui, mais moi, je vais aller sur l'augmentation. La deuxième défaillance, la deuxième défaillance, c'est que la libéralisation du marché des hydrocarbures a été mise en place de façon naïve par le gouvernement, sans mettre en place des dispositifs de contrôle, de régulation. C'est ce qu'on avait dit. Mais moi, ce qui m'intéresse, aujourd'hui, le dernier discours de l'exécutif et la position de l'exécutif, je crois que c'était en mai-juin dernier, c'était annoncer la mise en place du plafonnement des prix. Aujourd'hui, on a le baril de Brent. C'est une annonce. 76, ce n'est pas une réalité. $. Le gouvernement a du mal aujourd'hui. Et moi, ma question, c'est que le baril de Brent augmente, les prix à la pompe augmentent. Et donc du coup, ça conduit le gouvernement à se dire bon, pour l'instant, je me prononce pas, wait and see, j'attends de voir. Mais c'est inacceptable, c'est Rachid. Un gouvernement doit décider, il doit prendre des risques, il doit arbitrer, il doit entendre les doléances et les insatisfactions de ses concitoyens, les fragilités de son tissu industriel et de son tissu de PME. Aujourd'hui, il peut dire quoi? Je rappelle, le baril de Brent en hausse, donc le prix de l'essence et du gazole en augmentation. Donc est-ce que le moment est opportun pour dire on va plafonner les prix à la pompe? On doit plafonner d'abord. C'est quelque part le dire. Je me mets à la place de l'exécutif de la Sandaoudi, ministre des Affaires économiques et générales. S'il dit ça aujourd'hui, ça veut dire qu'il va cautionner la hausse des prix. Donc c'est non, c'est Rachid. Que s'est-il passé depuis 3 années? Les prix à la pompe ont explosé et les marges des distributeurs pétroliers on l'a vu dans le rapport de la commission parlementaire. Et le rapport de la commission parlementaire estime cette explosion, cette variation des résultats, des profits des distributeurs en moins de 24 mois à plus de 17 milliards de dirhams. Ce ne sont pas les profits, c'est la variation des profits, c'est la croissance des profits. C'est un enrichissement sans cause. C'est un enrichissement qui est dû à une décision politique malencontreuse. La libéralisation du secteur. Mais là, donc vous voyez bien qu'il y a du gras. Mais là, il y a de la marge à récupérer. Et donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait une solidarité nationale et il faut que l'État assume ses responsabilités et rétablisse un plafonnement des prix à la pompe, fût-ce au détriment des distributeurs, même si cela a un impact sur leur marge qui est considérable. L'État doit demander aux opérateurs, c'est ce que tu es en train de dire, de supporter un petit peu la hausse du prix du baril de Brent et ne pas le répercuter immédiatement ou dans des proportions importantes au niveau du prix des carburants. Bien sûr, d'autant plus qu'ils ont une avance de 17 milliards de dirhams qui est totalement indue. Mais bon, donc ça, du coup, vous considérez que là aujourd'hui, c'est le deal qui doit être passé. Écoutez, si l'État a en face de lui... Pas le retour de l'État qui revient compenser les produits pétroliers. C'est Rachid. Non, non, pas de retour à la compensation. Si l'État a en face de lui des partenaires responsables, des partenaires qui sont préoccupés par la stabilité économique et sociale du pays, par la compétitivité de nos TPME, par la sauvegarde du pouvoir d'achat des consommateurs, il faut qu'il y ait, comme vous dites, je reprends votre sémantique, un deal. Si l'État constate, malheureusement ce que nous avons vu depuis ces 3 dernières années n'augure pas d'un état d'esprit responsable et constructif, si l'État constate un autisme des distributeurs pétroliers par rapport à ces impératifs, eh bien l'État doit assumer ses responsabilités et décider d'autoriser un plafonnement des prix à la pompe ou une régulation des prix à la pompe qui aurait comme conséquence tout à fait légitime de réduire significativement
la marge des distributeurs pétroliers. Je vous rappelle que le rapport de la Chambre des représentants, qui a été élaboré par la Commission des finances, présidée par Boineau, le député Boineau, montrait explicitement que la marge au litre d'essence et de gazole des distributeurs marocains représentait 10 fois la marge des mêmes distributeurs en Europe. Le baril de Brent était à 35 dollars, Peu importe. 40 dollars à cette époque-là. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est le double. Oui. Voilà. Peu importe, c'est la Chine. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation totalement déséquilibrée. Vous avez des entreprises, des consommateurs qui sont exposés de façon frontale aux fluctuations des cours du marché pétrolier international, et vous avez des distributeurs qui évoluent sur du velours, puisqu'ils sanctuarisent leurs marges, et ils travaillent dans un marché, reconnaissons-le, qui est cartélisé, où les décisions sont relativement concertées. Projet de loi, on va aller un petit mot, juste pour finir aussi, sur le projet de loi de finances 2019. Vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, dans le budget de la caisse de compensation, il y a une hausse. Il a été budgétisé à 18 milliards de dirhams pour 2019. Beaucoup d'experts internationaux, essentiellement, s'accordent à dire qu'il y a un risque d'inflation croissant du baril de Brent. Il y a, je crois savoir, début novembre, les sanctions américaines, l'embargo américain à l'égard de l'Iran, qui pourrait avoir déjà des premiers effets. Il y a aussi la région, on voit un petit peu ce qui se passe. C'est rien de bien rassurant aussi en la matière. Est-ce que dans le cadre de la perspective du projet de loi de finances 2019, il pourrait y avoir aussi des tensions, secousses au niveau de la caisse de compensation à l'égard des hydrocarbures et des produits pétroliers? Non, parce que, comme vous le savez, l'État ne se sent plus solidaire de l'évolution des cours du pétrole, puisqu'il n'y a plus de compensation des produits pétroliers. La seule variable sur laquelle l'État est encore impliqué, c'est le gaz butane, puisque, comme vous le savez, il y a une subvention du gaz butane, et je pense que c'est la raison pour laquelle le projet de loi de finances 2019 porte l'enveloppe de la caisse de compensation de 13 milliards de dirhams, montant budgété pour 2018, à 18 milliards de dirhams. Donc c'est vis-à-vis du gaz. Et je pense que c'est essentiellement, sur le prix. Voilà, essentiellement par rapport au gaz butane, je ne crois pas qu'il y ait des anticipations de croissance vertigineuse des cours du blé ou de l'huile ou du sucre, parce que ce sont les trois autres produits qui sont encore subventionnés dans notre pays. En tout cas, pour vous, si je vais simplement, je sais que vous n'avez pas un patrimoine forcément génétique qui vous permet d'être devin, mais si on a un baril qui est aussi entre 90, 95, voire 100 dollars d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine, est-ce qu'on peut avoir un scénario, selon vous, où l'État sera obligé de revenir un peu sur le marché de la compensation? Moi, je ne le souhaite pas. Non. Mais je souhaite que l'État joue son rôle d'État stratège et d'État régulateur. Il n'est pas acceptable de laisser un secteur cartélisé prendre en otage l'économie de notre pays et en réaliser un enrichissement sans cause. Parce que vous avez des distributeurs qui ont multiplié par 2 et par 3 leurs résultats en un seul exercice. Je dis simplement l'État. Si le baril est à 100 dollars, est-ce que c'est la responsabilité de l'État aussi, et peut-être de revenir aussi de trouver un mécanisme, en tout cas, au-delà du plafonnement des prix. Ouais. C'est celui que, non, mais il est suffisant. Ouais. Le plafonnement des prix à la pompe est suffisant comme mécanisme. La fixation d'une marge des distributeurs est aussi un autre mécanisme. Vous savez que les stations-service ont une marge qui est fixe. Que le baril soit à 30 dollars ou à 100 dollars, leur marge est fixe. Il faut peut-être fixer aussi et stabiliser la marge des distributeurs pétroliers, des importateurs distributeurs pétroliers. Et enfin, la meilleure des solutions, évidemment, c'est de pouvoir recréer une industrie du raffinage pétrolier dans notre pays, ce qui permettrait de défendre notre indépendance énergétique et de mieux protéger les consommateurs et les TPME. Un autre élément, c'est toute la stratégie que nous développons avec pertinence en termes d'énergie renouvelable, qu'il s'agisse d'énergie éolienne ou d'énergie solaire. J'aurais souhaité qu'on développe également l'énergie marine renouvelable, qui n'existe pas encore dans notre pays. Mais qui pourrait exister demain. Ah, tout à fait. Il faudrait une volonté politique pour cela. En tout cas, merci. Merci Mohamed Ben Moussa. Merci de l'invitation. Merci.